Bonjour à tous. En tant que directrice de l'Institut Droit et Santé, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être présent en présentiel, mais également en ligne via Zoom. Je suis heureuse de vous accueillir sur cette thématique, une nouvelle thématique du numérique en santé chère à l'Institut Droit et Santé. Et là, plus spécialement, on va s'intéresser aux problématiques posées par les évolutions de la carte vitale. Parce qu'effectivement, cette problématique de la carte vitale, l'évolution numérique de la carte vitale interpelle le juriste, mais interpelle évidemment tout citoyen, puisque ici, il est question de problématiques relatives à la protection des données, et ici, pas n'importe quelle donnée, puisque il s'agit de la protection de nos données les plus sensibles, que sont les données de santé. Et donc, pour aborder ces questions relatives à la protection des données, je suis vraiment ravie d'accueillir Valérie Peugeot, que je remercie sincèrement pour avoir accepté d'emblée et très immédiatement notre invitation. Merci de nous faire partager aujourd'hui votre expertise sur le sujet. Vous êtes vraiment la personne idoine pour cela, puisque vous travaillez, vous expliquerez un petit peu plus amplement votre statut, mais vous êtes membre de la CNIL et en charge du secteur santé de la CNIL, donc la spécialiste du sujet. Sur cette question aujourd'hui, comme le titre l'indique, on ne va pas parler du futur de la carte vitale, mais bien des futurs de la carte vitale, parce qu'effectivement, elle est en pleine émulation, cette carte vitale. Et Madame Peugeot nous abordera quelques thématiques différentes, et notamment la problématique de la dématérialisation de la carte vitale, la e-carte vitale, puisque la CNIL a donné son feu vert, et donc on va voir à quelle échéance cela pourra être mis en place. Vous nous expliquerez aussi les raisons de l'abandon de la carte biométrique et les problématiques que cela a posées et les oppositions. Et puis voir ensuite la question de la fusion, de la prochaine fusion, alors quelle échéance vous nous direz également, d'une éventuelle fusion entre la carte vitale et la carte, notre carte d'identité. Alors évidemment, toutes ces évolutions sont porteuses d'espoir, un espoir de simplification de nos démarches administratives, un espoir de lutte contre la fraude, mais évidemment aussi des inquiétudes, puisque notre petite carte verte, là, demain peut-être collectera encore plus d'informations sur nous. Donc c'est de nature à inquiéter les citoyens que nous sommes, mais Madame Peugeot nous parlera des opportunités, donc des risques aussi de ces développements. Alors évidemment, il faut être vigilant, il faut s'inquiéter, mais aussi je pense qu'il ne faut pas être fermé aux évolutions numériques en santé et aux évolutions numériques de manière générale. Et juste par rapport à ça, je voulais vous rappeler en fait qu'au moment de la création de notre petite carte verte, là, notre petite carte vitale, en 1999, il y avait eu un véritable tollé, des réactions très négatives, des craintes, des citoyens fichés. Et donc aujourd'hui, tout ça nous semble tout à fait normal. La carte vitale est devenue un partenaire naturel de notre parcours de soins. Et dès lors, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Il faut être vigilant, mais il faut aussi faire confiance, et notamment aux garants de la protection de nos données, la CNIL. Faisons-lui confiance pour accompagner le législateur dans le développement de ces évolutions numériques. Mais voilà, Madame Peugeot en parlera beaucoup mieux que moi. Juste, pardon, avant de céder la parole à Madame Peugeot, quelques précisions d'ordre technique. Madame Peugeot a eu la gentillesse d'accepter l'enregistrement de cette conférence. Donc, je vous informe, vous avez dû accepter au moment du lancement de la vidéo, pour ceux qui sont en ligne, l'enregistrement de votre image si vous laissez votre caméra ouverte, et de votre voix si vous posez des questions. Également, sur place, là, sachez que si vous nous posez des questions que j'essaierai de relayer, parce que le mode hybride n'est pas simple, vous êtes enregistré. Voilà, on est conforme RGPD, je crois. Parfait. Élément d'absolution. Parfait. Je voulais aussi vous indiquer que Madame Peugeot a également accepté
nous faire partager son support de présentation. Donc, il sera disponible dans quelques jours sur le site de l'Institut Droit et Santé, ce qui permettra aux absents de pouvoir nous écouter. Et puis, comme c'est en mode hybride, il a semblé plus simple en fait de prendre les questions plutôt à la fin de votre intervention, mais on aura évidemment un temps pour l'échange. Voilà pour ces problématiques d'ordre technique. Et là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la parole et à nous souhaiter à tous, à vous passer la parole, pardon, à nous souhaiter à tous un bon entretien. J'ai coupé mon son. J'ai réactivé. Petit effet Larsen. Alors là, il faut couper. On va y arriver. C'est bon? Voilà. Et est-ce qu'on m'entend toujours à distance? Oui, ok, super. Merci beaucoup. Bah, d'abord, merci à Lydia Morlaix, merci à vous tous d'être là ce soir et merci pour l'invitation. Je suis très, très heureuse d'avoir cet échange avec vous. Alors peut-être, effectivement, je vais me présenter un tout petit peu plus parce que la CNIL et son organisation n'est pas forcément très connue. Donc, je suis effectivement commissaire à la CNIL. C'est un collège qui est composé de 18 commissaires qui sont, pour bon nombre d'entre eux, des magistrats, hein, Conseil d'État, Cour de cassation et Cour des comptes, mais également 2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du CESE et 5 personnalités qualifiées. Donc, je fais partie des personnalités qualifiées de ces 5-là, ce qui veut dire concrètement que je ne suis pas une juriste. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous cite des articles par cœur du Code de la santé publique ou autre. Je ne le ferai pas. Ça veut dire aussi que la spécificité de cette AAI, de cette autorité administrative indépendante, c'est que les commissaires ne sont pas des permanents, contrairement à l'ARCOM ou d'autres AAI. Donc, nous avons tous un métier à côté. Et en l'occurrence, moi, je suis chercheuse en sciences sociales du numérique. Voilà, et j'enseigne notamment à Sciences Po, la porte en face de Descartes. Voilà pour ce qui est des présentations. Donc effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de vous parler carte vitale, je vais quand même prendre le temps d'un détour et vous comprendrez au fil de l'eau pourquoi ce détour. Alors pourquoi ça n'avance pas? Tac, tac, tac. Voilà, ça y est, c'est bon. Je voudrais d'abord vous donner quelques éléments de contexte autour des questions d'identité numérique en général, parce que le monde de l'identité numérique est en plein bouleversement. Et vous verrez que ces bouleversements vont, entre autres, résonner avec ce qui se passe du côté de la carte vitale. Et c'est difficile de parler carte vitale sans parler du reste. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'identité numérique? Déjà, peut-être un petit prolégomène. Je distingue bien identification et authentification. Ce sont 2 notions, je ne sais pas jusqu'à quel point vous en êtes familier, mais je préfère le répéter parce qu'on a tendance à les interchanger, à les confondre. Donc, l'identification, c'est ce qui distingue une personne d'une autre, hein, autour d'une foule. Ce n'est pas forcément une identité, ça ne va pas forcément se raccrocher à votre identité dite réelle ou régalienne. Ça peut être un pseudo, ça peut être votre adresse mail ou autre. Mais ça peut être aussi votre numéro NIR ou ça peut être votre numéro national d'étudiant. Hein. Il y a toutes sortes d'identifiants possibles. Et l'authentification, contrairement à l'identification, c'est ce qui va permettre de vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. C'est-à-dire que grâce à un mot de passe, grâce à un code de PIN sur une carte de crédit, c'est ce qui vous permet de dire, bah oui, mon pseudo, c'est Toto, mais je suis bien Toto grâce à mon code PIN. Alors, aujourd'hui, on a grosso modo 3 cas de figure majoritaires pour accéder à ce qu'on appelle un univers logué, un univers connecté. Hein. Tout n'est pas connecté sur le web. Si vous allez sur Wikipédia, vous n'avez pas besoin de vous loguer. Mais de plus en plus, et notamment pour tous les services en santé, on a besoin de se loguer. Aujourd'hui, on a 3 grands systèmes principaux pour se connecter, pour s'identifier. La création service par service d'un identifiant. Hein, je rentre mon adresse mail ou mon nom et mon mot de passe. L'utilisation d'un service régalien dont le plus connu est France Connect, on en reparlera dans un instant, ou l'utilisation d'un fournisseur de services numériques. Et j'imagine que vous avez été tous confrontés à ce genre d'écran que vous avez à droite. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français, il est en anglais, mais où on vous propose
de vous connecter avec votre Facebook Connect, votre compte Google, etc. Et donc là, c'est un fournisseur de services numériques qui, en même temps, joue le rôle de fournisseur d'identifiant. Ce qui n'est pas sans soulever les questions. Et ce mode-là est aujourd'hui massivement diffusé sur le web, ce qui veut dire qu'on est face à une privatisation de l'identification et de l'authentification dans les univers connectés. On trouve aussi d'autres modes d'identification, notamment avec de la reconnaissance faciale. Hein, par exemple, pour certains services de banque en ligne qui sont uniquement en ligne, des banques numériques, ou même d'autres services. L'autre jour, j'étais confrontée à ça pour un service de location de voitures de particulier à particulier. On m'a demandé de télécharger mon permis de conduire, ma pièce d'identité, et ensuite de me filmer pour bien vérifier que j'étais la bonne personne. Et puis, dans l'univers professionnel, on a aussi d'autres systèmes qui se mettent en place, comme le générateur de codes temporaires, des outils de crypto. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Alors, face à cette privatisation, en quelque sorte, de l'identification et de l'authentification par des acteurs qui, en plus, sont des acteurs nord-américains, états-uniens, qui ne sont pas des acteurs européens, l'acteur public n'est pas sans réagir. Alors, il n'est pas sans réagir, j'ai envie de dire, un peu à retardement. Ça fait quand même, moi, dans mon souvenir, dès le début des années 2000, on se posait la question de dire est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait un identifiant régalien numérique? Donc, c'est vraiment un peu voilà, le vieux sujet. Mais les acteurs publics se sont réveillés, et notamment dans le cadre européen, avec le règlement dit EIDAS, ce qui veut dire Electronic Identification, Authentication and Trust Services, qui est un règlement qui date de 2014, qui a déjà été révisé, je crois, 2 fois, et qui propose un cadre régalien européen. Alors au début, l'ambition était assez faible, c'était avoir un système de signature électronique, puis le système s'est élargi, l'objectif étant d'encourager le marché intérieur en facilitant les transactions par de la confiance. Et donc aujourd'hui, l'ambition de EIDAS, c'est la reconnaissance mutuelle des moyens d'identification électronique entre les États membres. Ce qui veut dire concrètement, si vous avez une carte d'identifié numérique française certifié Sécure, à ce moment-là, vous pouvez aller dans n'importe quel pays de l'Union européenne et vous pourrez avoir accès au même service dématérialisé en vous servant de cette carte d'identité. Alors, c'est censé être obligatoire depuis 2018, mais c'est pas encore vraiment effectif, mais on y va, voilà. Et puis, ce système EIDAS, il propose également, il met en place un digital wallet en anglais, un portefeuille électronique d'identifiant numérique, c'est-à-dire que vous pourrez avoir sur votre téléphone mobile à la fois votre carte d'identité ou passeport numérique qui vous permettra de vous identifier aussi bien en ligne que hors ligne, mais vous pourrez aussi y conserver des tas d'informations qui sont fournies par des autorités publiques, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc., pour pouvoir les partager à l'étranger. Vous pourrez aussi y intégrer certaines informations fournies par des acteurs privés. Et puis, tout cela vous permettra en fait de travailler, d'étudier, de voyager, de faire certifier votre lieu de résidence, etc., partout dans l'Union européenne. Petit point flou sur ce règlement, et ça nous rapproche de notre futur sujet, il parle de biométrie, mais sans clairement dire si on pourra utiliser de la biométrie ou pas dans le cadre de ce règlement européen. C'est un peu un angle mort, ou plutôt un angle obscur de ce règlement européen. Côté français, pas mal de choses aussi qui bougent. L'État, clairement, a depuis quelques années une politique pour encourager nos concitoyens à utiliser des moyens d'identification électronique, des MIE sécurisés. Quel est l'objectif? 3 objectifs. Un premier objectif, simplifier notre vie quotidienne, pouvoir avoir tout ce type d'informations dans notre téléphone avec nous, ne pas avoir à faire des photocopies de notre pièce d'identité chaque fois qu'on doit s'adresser à telle ou telle administration ou tel service privé. Donc vraiment simplifier notre parcours numérique, mais également lutter contre la fraude par des identités certifiées. Et puis un objectif de souveraineté qui est, je dirais, un objectif de double souveraineté, justement résister à cette privatisation de l'identité que je décrivais à la à la diapositive précédente. Pourquoi? Ça évite que toutes nos données personnelles se raccrochent à un identifiant qui est entre les mains d'un acteur états-unien
dont on ne sait pas très bien ce qui est fait de ces données, même si on pourra parler des accords Privacy Shield et de la suite, mais voilà, des données qui vont migrer vers les États-Unis. Donc, c'est une manière de protéger nos données à caractère personnel, en général, de santé également. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté en termes de politique industrielle, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de faire monter des acteurs européens face aux acteurs états-uniens. Alors, ces initiatives régaliennes, je vais en citer quelques-unes très rapidement. La plus connue, c'est France Connect. J'imagine que vous l'avez pour peut-être la plupart d'entre vous. Qui a déjà utilisé France Connect ici? Tout le monde, presque. Ceux qui payent des impôts. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde paye des Non, impôts là. Voilà. Donc, France Connect, qui est un grand succès, hein, aujourd'hui 40 millions d'utilisateurs. Et en ce moment, il y a un développement de France Connect Plus, qui a un niveau de sécurité encore supérieur pour des services particulièrement sensibles, des démarches sensibles, par exemple pour mon compte de formation. L'autre initiative, qui n'est pas vraiment une initiative de type identité MIE, mais j'en parle parce qu'elle joue un rôle un peu similaire, c'est le service Dites-le nous une fois. Qui connaît Dites-le nous une fois dans la salle? Personne. En fait, c'est un service qui va permettre à des administrations de s'échanger des informations pour éviter que nos concitoyens ne ressaisissent à chaque fois leur adresse, leur âge, leur date de naissance, etc., etc. Donc, via ce qu'on appelle des API, hein, ces petits bouts de code qui permettent à une application A d'aller taper dans une base de données B, des administrations peuvent s'échanger des données, ce qui est vraiment un vecteur de simplification essentiel, qui demande débat aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, la grande innovation, c'est ce qui est très importante pour la suite de ma présentation quand on va parler de carte vitale, c'est la nouvelle carte nationale d'identité numérique. Donc, on avait jusqu'ici une carte nationale d'identité biométrique, hein, puisque notre visage, notre photographie et nos empreintes digitales sont déjà recueillies depuis plusieurs années pour la carte nationale d'identité. Mais là, on passe à une carte nationale d'identité numérique. Et en quoi est-elle numérique? Vous le voyez sur cette représentation au verso de la au verso de la carte, en haut à gauche du verso de la carte, vous voyez apparaître un QR code, enfin un certificat, et également une puce numérique, une puce électronique. Ce sont deux modes de lecture possibles pour un appareil, pour un téléphone ou un autre dispositif numérique, qui vont leur permettre à ces dispositifs numériques d'accéder à toutes les informations de votre carte d'identité, donc nom, prénom, date de délivrance du passeport, adresse, etc., etc. Je ne vous fais pas le détail, ça s'affiche, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais voilà. Enfin bref, toutes les informations habituelles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte nationale numérique, d'identité numérique, elle intègre un dispositif qui s'appelle, alors le nom grand public, c'est France Identité, donc elle intègre cette identité numérique régalienne. Son nom technique, c'est le service de garantie de l'identité numérique, ce qui va permettre ensuite à une appli mobile, via votre application mobile, de générer une preuve d'identité. Et ce système est très intéressant. La CNIL s'en est vraiment réjouie parce que ça va permettre non seulement de vous identifier en ligne et vous authentifier de manière sécurisée, mais ça peut vous permettre aussi de partager des attributs de façon sélective. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez sur un site en ligne qui n'est accessible qu'à des adultes, vous pourrez certifier votre âge sans envoyer en même temps votre adresse, votre nom. Voilà, vous pouvez naviguer de façon totalement anonyme, mais en ne partageant que votre âge. Ou si une mairie vous demande une certification de domiciliation, bah, vous pourrez pour accéder à un service de, je ne sais pas quoi, de cantine, de piscine ou que sais-je, vous pourrez à ce moment-là n'envoyer que votre adresse sans avoir besoin de partager toutes les autres informations. Donc, ça, c'est vraiment un système qui est une énorme amélioration par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, où systématiquement, on envoie sa carte d'identité, etc., etc. Et cela évite les fameuses photocopies aussi que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on peut créer des justificatifs d'identité autant que de besoin.
J'en viens maintenant, après avoir évoqué cette toile de fond générale sur l'évolution des moyens d'identification et d'authentification, aux moyens d'identification électronique dans le secteur de la santé, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, encore un détour, vous allez dire, mais avant de parler de la carte vitale, il faut avoir en tête que tout ne se résume pas à la carte vitale quand on parle de MIE, de moyens d'identification électronique, parce qu'en fait, la carte vitale, c'est le côté patient, mais ça ne parle pas des professionnels de santé. Et il se passe aussi des choses du côté des professionnels de santé. Ce n'est pas très nouveau, mais en ce moment, il y a aussi une accélération de ce côté-là. Dès 2002, on a voulu créer une carte, a été créée une CPS, la carte des professionnels de santé, destinée justement à ce que le professionnel, quand il se connecte à son ordinateur, eh bien, il puisse certifier son identité, s'authentifier. Mais cette CPS, elle a eu des heurts et des malheurs. On va dire qu'elle n'a pas rencontré le succès escompté. En 2007, on l'a rendue obligatoire et en fait, ça a été une catastrophe. Et en 2016, on a dû acter le fait que cette CPS s'était bien diffusée en ville, mais était totalement sous-utilisée en milieu hospitalier. Et donc, on a acté l'échec et abandon de l'obligation. Avec un renvoi à des référentiels de sécurité applicables dans les hôpitaux ad hoc pour les établissements hospitaliers. Mais en fait, ces référentiels n'ont jamais été publiés. Alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, il y a eu une levée de bouclier du monde hospitalier qui a dit on ne va jamais y arriver, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est sous-utilisée en milieu hospitalier? Parce qu'en fait, le dispositif est très lourd. Il faut avoir comment s'appelle, un terminal spécifique de lecteur de carte CPS connecté à l'ordinateur, donc sur chaque ordinateur. Donc, vous imaginez l'investissement à l'échelle d'un établissement hospitalier, dans des moments où, comme vous le savez, les établissements hospitaliers sont légèrement sous pression financière et que, on l'a vu, malheureusement, la sécurité n'a pas toujours été la priorité des investissements du milieu hospitalier ces dernières années. Je dis malheureusement parce que je fais référence aux nombreux cas de hacking, d'accidents de cybersécurité dans le monde hospitalier. Et en plus, il fallait ressaisir son code à chaque fois qu'on rentre sa CPS. Enfin bon, voilà. Résultat, la CPS en milieu hospitalier, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne une CPS qui circule, le médecin qui la donne au secrétariat médical pour qu'il s'en serve. Ça veut dire un partage de mots de passe. Enfin voilà, à peu près tout ce qu'il y a de pire en termes de ce qu'on peut faire en matière de sécurité. Donc voilà. Et donc, le gouvernement, enfin le ministère de la Santé a décidé de prendre un peu le taureau par les cornes. Et donc, il y a une ordonnance qui a été passée en 2021 sur l'identification des utilisateurs de services numériques. Alors, cette ordonnance, elle est générale, hein, elle concerne aussi le côté patient et le côté professionnel de la santé, mais c'est sur la base de cette ordonnance qu'ont été déployés Pro Santé Connect. Alors, Pro Santé Connect, pour faire simple, c'est le France Connect des professionnels de la santé, hein, c'est un fédérateur d'identité, c'est comme ça que ça s'appelle, donc l'équivalent de France Santé Connect, et surtout, on a développé la ECPS. Avant ça, point important, j'allais oublier d'en parler, il y a un arrêté en 2021 qui a été pris pour étendre l'obligation de s'inscrire au registre des professionnels de santé à toute une série de nouvelles catégories de personnes, dont les secrétariats médicaux, dont tous les participants à la prise en charge sanitaire, le médico-social, dont les aides-soignants, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on a étendu cette inscription au RPPS à toutes ces personnes-là? Parce que c'est la condition pour que ces personnes ensuite puissent avoir une CPS et ensuite qu'elles puissent elles-mêmes s'identifier. C'est-à-dire au lieu que moi, médecin, je partage avec mon secrétariat, et bien le secrétariat a sa propre CPS, ce qui veut dire qu'on sécurise le système. Voilà pour le déploiement de la ICPS. Un autre point important à connaître, toujours du côté professionnel, c'est le déploiement de la réactualisation enfin plutôt la mise en place des référentiels de la PGSSIS, la politique générale de sécurité des systèmes d'information dans le domaine de la santé. Donc, cette PGSSIS, c'est en fait un ensemble de référentiels, de guides de bonnes pratiques pour sécuriser les systèmes d'information dans le secteur médical.
alors qui n'est pas obligatoire, mais qui prévoit un déploiement palier par palier, étape par étape, une mise en place, et qui, entre autres, prévoit qu'en 2026, il y aura une généralisation des MIE de niveau substantiel ou élevé. J'ai oublié de vous dire que dans EIDAS, il y a 3 niveaux de sécurité, un faible, substantiel et élevé. Donc là, il est prévu qu'en 2026, on soit systématiquement au niveau substantiel ou élevé quand on s'identifie dans le monde de le monde médical. Alors, entre-temps, on reste quand même dans des modes d'identification et d'authentification qui sont extrêmement faibles. La CNIL, nous nous en sommes émus au moment de nous pencher sur le PGSSIS. Pour nous, le rythme n'est pas suffisant, mais voilà, le gouvernement a jugé qu'il n'était pas possible d'aller plus vite dans cette mise en place. Voilà pour ce qui est hors carte vitale dans le monde de la santé, côté professionnel de santé. J'en viens maintenant à notre carte vitale, qui est le cœur de notre sujet. Alors, d'abord, un petit panorama rapide de, de quelques grandes clés temporelles, une petite frise de temps sur cette carte vitale. Donc, la création, ça commence à être une vieille dame, hein, voilà, avec une création 98, une V2 en 2007 où on intègre une photo qui ne sert pas à grand-chose, et je dis au passage qui n'est pas une donnée biométrique. On ne la considère pas comme une donnée biométrique parce qu'en fait, c'est une photo de tellement mauvaise qualité et qui en plus ne change jamais. C'est-à-dire qu'à 80 ans, vous avez votre photo de votre première carte vitale. Et donc, inutile de vous dire que vous ne vous ressemblez plus beaucoup, hein, sauf quelques personnes qui ont réussi à se maintenir très jeunes. Mais voilà, donc ce n'est pas une donnée biométrique. Mais vous voyez, alors je vous ai passé ici, il y a eu plein d'expérimentations pendant toute cette période-là, mais j'en viens à une période plus récente avec une accélération dans les changements en matière de carte vitale, avec 2019 le début d'une expérimentation autour de la e-carte vitale. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Puis, même année, une proposition de loi du côté du Sénat pour une carte vitale biométrique, qui n'est pas la carte vitale. Je viendrai aussi tout à l'heure à bien expliquer la différence entre les deux. PPL, proposition de loi qui n'a pas connu de félicité, qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. Et puis, presque 3 ans plus tard, le gouvernement qui lance une mission d'études qu'elle confie à l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et à l'IGF, l'Inspection générale des finances, en lui demandant, en la mandatant pour mettre en place, enfin, pour étudier la possibilité d'une carte vitale biométrique. Puis, dans la foulée, presque à peine 2 mois plus tard, dans la loi de finances rectificative, on prévoit un budget de 20 millions d'euros pour expérimenter cette carte vitale biométrique. C'est assez intéressant parce qu'on prévoit les sous avant même d'avoir le rapport de la mission, donc sans avoir les conclusions de la mission. Mais voilà, entre-temps, je dis ça un peu... ces propos n'appartiennent qu'à moi. Encore, j'aurais dû le dire en prolégomène, hein, tout ce que je dis, ce sont mes propos, je ne parle pas au nom de la CNIL. Voilà, même si mes propos sont très inspirés de nos travaux à la CNIL, je parle en mon nom propre. Donc, entre-temps, il y a quand même eu un changement de majorité à l'Assemblée nationale suite aux élections de juin 2020. C'était quand? 2, c'est ça? Je ne me trompe pas. Donc, ce qui explique aussi peut-être que le gouvernement qui s'était opposé au projet de loi sénatorial, du coup, missionne l'IGAS et l'IGF sur ce sujet. Donc, nous avons reçu le rapport de l'IGAS, il est public, hein, vous pourrez le télécharger, je vous en recommande vivement la lecture et je vais en parler tout à l'heure. Il a été rendu en avril de cette année et dernière date jalon, on prévoit une généralisation de la e-carte vitale pour 2024. Voilà, juste pour que vous ayez un peu le panorama en tête. Et je vous propose maintenant de zoomer tour à tour sur la e-carte vitale, puis sur la carte vitale biométrique. Alors, la e-carte vitale, cette diapositive d'intercalaire, elle est importante parce que, et vous verrez que j'ai fait l'équivalent, j'ai procédé de la même manière pour la carte vitale biométrique, elle poursuit 2 objectifs principaux qui sont la simplification et la sécurisation, qui ne sont pas les mêmes objectifs quand on parlera de la carte vitale biométrique. Cette e-carte vitale, c'est une expérimentation que j'ai appelée au long cours parce que, comme je l'indiquais dans la frise chronologique, elle a démarré en mai 2019. Il y a eu un premier décret pour dire « Oh là là,
cette expérimentation, elle est trop réduite, elle ne dure pas assez longtemps, on va l'étendre. Donc ça, c'était en 2020. Puis le Covid passe là, et entre-temps, nouveau décret pour dire, oh là là, on va encore l'étendre à la fin au nombre de départements et en durée pour la prolonger jusqu'à fin 2022. Mais au passage, au moment de cette extension d'expérimentation, le gouvernement en profite pour lui ajouter une nouvelle finalité. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi j'ai fait tout ce détour par les questions d'identification en général, puisque la première raison d'être de la carte vitale, de la ICV, c'était tout simplement une dématérialisation de la carte vitale plastique. Hein, donc, c'est-à-dire juste l'équivalent, je m'en sers de la même manière, je vais chez le médecin, au lieu de tendre ma carte vitale plastique, je tends mon téléphone, point barre. Mais à la lumière du décret de 2021, on ajoute une nouvelle finalité qui est cette identification. Donc, la e-carte vitale doit désormais permettre également de s'identifier pour se connecter à des services numériques en santé, ce que ne permet pas, bien sûr, votre carte vitale plastique. Ce qui veut dire, par exemple, pour vous connecter à mon espace santé, vous ne pouvez pas utiliser votre carte vitale. Alors, vous pourrez utiliser votre e-carte vitale. Et donc, c'est un décret de décembre 2022 qui, lui, va poser le principe de la généralisation pour 2024, hein, l'horizon temporel que je vous présentais précédemment, qui va expliquer que le fondement de cette e-carte vitale et de sa généralisation, c'est l'article 9.2b du RGPD, hein, l'exception à l'article 9.2b, bon, ce qui est un fondement qui aurait pu se discuter, on aurait pu en imaginer d'autres, mais peu importe, c'est celui qui a été choisi, et qui dit au passage que cette carte, cette ICV, elle est facultative, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir votre carte vitale sur smartphone, et qu'il y a une possibilité d'enrôlement double. Alors, j'insiste là-dessus, c'est que, j'ai oublié de le dire, pardon, c'est un peu petit sur mon écran, du coup, je vais changer, mais je ne peux pas changer en cours de route. Ce que disait le décret de 2021, au-delà du fait qu'il ajoutait une nouvelle finalité, c'est que l'enrôlement, c'est-à-dire la création de votre ICV, se fait sur un mode biométrique, c'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les services bancaires ou l'exemple du service de location de voiture de particulier à particulier, c'est-à-dire par confrontation d'une pièce d'identité et de la reconnaissance faciale. Alors, point important, quand je dis enrôlement biométrique, ça veut dire que c'est un usage ponctuel de la biométrie, contrairement à la carte vitale biométrique dont on reparlera tout à l'heure, qui, elle, est une mobilisation à l'usage. Donc, e-carte vitale, biométrie à l'enrôlement, à la création ponctuelle, carte vitale biométrique, utilisation de la biométrie à l'usage. C'est vraiment la grande différence qu'il faut avoir en tête. Alors, je reviens sur les spécificités contenues dans le décret de 2022. Je parlais d'un enrôlement alternatif. Vous n'êtes pas obligé de vous enrôler par ce système biométrique. Vous pouvez utiliser aussi le système SGIN que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez utiliser votre identité régalienne sous réserve que vous ayez une des nouvelles cartes d'identité numérique. Pour l'instant, les cartes nationales d'identité numérique, elles sont très peu nombreuses, hein, elles viennent de démarrer, donc elles sont en plein déploiement. La large majorité d'entre nous, nous avons l'ancienne génération de cartes d'identité. Mais si tant est que vous ayez la nouvelle carte d'identité numérique, à ce moment-là, vous pouvez vous en servir aussi pour générer votre e-carte vitale. Mais voilà, c'est le mode alternatif, mais encore une fois, qui est extrêmement confidentiel aujourd'hui. Donc, les cas d'usage, j'ai commencé déjà à les évoquer, c'est à la fois les services classiques d'une carte vitale matérielle, hein, quand je vais chez le médecin, mais c'est aussi tous ces services d'identification à des services numériques, alors pas n'importe lesquels, hein, des services numériques de santé qui auront été préalablement autorisés par le GIE Sésame Vital. Donc, ça peut servir à de la préadmission en établissement, ça peut servir en télésanté, la prise de rendez-vous en ligne et plein d'autres services qui vont être... Le GIE est chargé au fur et à mesure d'ouvrir le bouquet de services qui pourront utiliser la e-carte vitale.
Quelle a été la position de la CNIL sur cette e-carte vitale? Alors, d'entrée de jeu, je dirais qu'elle a été très positive parce que, effectivement, le dispositif tel qu'il a été présenté, il participe vraiment de cette simplification, de cette sécurisation. Voilà, il répond vraiment à ses ambitions, aux promesses qu'il entend tenir. Pour autant, il y a des mais, bien sûr, hein, la position de la CNIL, au-delà de cet enthousiasme je dirais général, il y a quand même un certain nombre de soucis qu'on a pu relever quand le projet nous a été soumis. D'abord, on a regretté, ce n'est pas la seule fois, on a regretté que le bilan qui était prévu par les textes, il était prévu de nous envoyer un bilan des différentes expérimentations. Le bilan qui nous a été envoyé était très parcellaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, pour nous, c'est difficile en tant que CNIL de nous prononcer sur la base d'un bilan parcellaire. Notamment, une des grandes difficultés, quand on utilise des dispositifs de type biométrie, c'est de juger de la proportionnalité de l'usage d'une méthode qui est très liberticide, hein, potentiellement liberticide, qui met en cause des droits fondamentaux. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, j'y reviendrai tout à l'heure, mais encore faut-il que ce soit proportionnel par rapport à l'intérêt du dispositif en question. Donc, évaluer la proportionnalité quand on n'a pas le bilan complet, c'est quand même très compliqué. Et notamment dans les autres questions auxquelles le rapport d'évaluation ne répondait pas, c'est comment allait pouvoir se passer la délégation à un tiers, c'est-à-dire je suis malade au fond de mon lit, je veux envoyer ma voisine, mon frère à la pharmacie, etc. Comment est-ce que je peux lui transférer ou pas? Comment ça se passe? Comment ce dispositif s'articule avec le règlement EIDAS que je vous ai présenté tout à l'heure? Comment est-ce que tout ça s'interconnecte avec les services des OCAM, hein, des mutuelles, qui sont partie prenante du GIE Sésame que j'évoquais tout à l'heure? Voilà, et donc en fin des fins, on s'est dit finalement, est-ce que cette généralisation, cette pérennisation, est-ce qu'elle ne vient pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se donner le temps vraiment d'aller au bout de l'expérimentation, d'avoir un vrai bilan complet avant de passer à une généralisation? On s'est aussi posé pas mal de questions sur le niveau de sécurité, sur le choix des sous-traitants. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et surtout, question principale, il nous a semblé que l'usage de la biométrie à l'enrôlement était à contre-courant de ce qu'on fait du côté SGIN France Identité. C'est-à-dire, d'une main, alors peut-être que je n'ai pas été assez claire quand j'ai expliqué le SGIN, c'est que le SGIN se passe en présentiel. Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est-à-dire que de la même manière que quand vous allez créer votre carte d'identité, vous allez en préfecture ou en mairie, selon les endroits, pour pouvoir générer votre identité numérique, France Identité. Cela va se passer simultanément ou après, mais ça va se passer aussi en physique, en présence. Donc, il y a vraiment une certification de votre identité en face à face avec un humain. Et non pas par j'upload ma carte d'identité et ensuite je me filme, je me prends en photo, etc. etc. Et donc, là, ce qui nous a semblé dommage, c'est que pour la e-carte vitale, on choisit le système reconnaissance faciale à distance et non pas, même si l'alternative SGIN est possible, mais encore une fois, j'ai expliqué qu'elle était hyper confidentielle pour l'instant. Et donc, il nous semble que c'est un peu anachronique, un peu à contre-courant de ce qu'on essaye de faire. Et nous, on aurait préféré que l'enrôlement, au lieu d'utiliser cette biométrie à distance, eh bien, elle se passe aussi en présentiel, par exemple dans les CEPAM ou ailleurs. Mais voilà. Et ce qui nous a été répondu par le ministère à l'époque, c'est que ça aurait été trop cher financièrement d'installer, enfin de préparer les CEPAM à accueillir le public et à effectuer cet enrôlement. C'était toujours quand on met des raisons financières en contrepoint des raisons liberté publique, c'est toujours une vraie problématique, vous vous en doutez. Et donc, autre point qu'on a soulevé dans notre appréciation, c'est le risque d'exclusion supplémentaire par le numérique. Vous savez que la dématérialisation des services publics en général, c'est une vraie problématique pour une part importante de nos concitoyens.
qui de coup se retrouvent exclus d'un certain nombre de services publics. Mais aujourd'hui, cette extension de la dématérialisation dans le champ de la santé est aussi très problématique pour toute une partie de la population. Donc là, en l'espèce, on crée une espèce d'inégalité entre nos concitoyens, entre ceux qui ont un ordiphone et qui peuvent utiliser, ou smartphone, je préfère ordiphone, mais bon voilà, pour ceux qui ne sauraient pas que c'est un smartphone, je préfère le préciser, ceux qui ont un ordiphone et qui donc vont pouvoir utiliser la e-carte vitale et ceux qui n'en disposent pas, et puis quid des personnes qui ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale, comme par exemple des personnes défigurées, sans parler des problèmes de faux négatifs, c'est-à-dire on sait, il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui montrent que tout ce qui est reconnaissance faciale marche beaucoup moins bien sur les personnes qui ont une peau noire que sur les personnes qui ont une peau blanche. On pourra expliquer pourquoi après, mais donc voilà, avec des risques de discrimination à la clé. Donc voilà, donc la CNIL a vraiment regretté l'absence d'alternatives en présence. Je dirais que ça a été notre point principal quand nous sommes prononcés sur cette e-carte vitale. Alors, j'en viens maintenant à la carte vitale biométrique. Et comme vous le voyez sur cette diapositive intermédiaire, là, l'objectif principal, mais vous verrez qu'il n'est pas exclusif, c'est la lutte contre la fraude, d'où cette illustration avec quelques euros associés. C'est vraiment le sujet. Alors, la lutte contre la fraude, j'ai un peu envie de citer Woody Allen qui dit la réponse est oui, mais quelle est la question? C'est vraiment ça quand on parle quand on parle de carte vitale biométrique. Alors la réponse n'est pas forcément oui, mais effectivement, quelle est la question? C'est-à-dire quel est le problème? Quand on parle de lutte contre la fraude, comment évalue-t-on cette fraude? Ça, c'est un serpent de mer, un de plus. Ça fait des années qu'on cherche à évaluer la fraude à la carte vitale. Il y a eu pour ne citer que les recherches récentes, il y a eu un rapport de mission lutter contre les fraudes aux prestations sociales en octobre 2019. Puis en novembre 2019, on a eu cette proposition de loi sénatoriale que j'évoquais succinctement tout à l'heure dans la frise chronologique, où je vous ai mis un beau verbatim du rapporteur, le républicain, le député Philippe Moulier, qui dit, voilà, on peut acheter une carte vitale à 50 € sur le marché, il y aurait 2 à 5 millions de cartes actives en trop, voilà, etc., etc. Donc, voilà, on perd de l'argent public. Ce n'est pas, il faut une carte biométrique pour nous protéger de cette fraude massive. Donc, désaccord du gouvernement soutenu par sa majorité à l'Assemblée nationale qui va bloquer d'entrée de jeu cette PPL en première lecture. Là-dessus, on a 2 autres rapports qui sortent l'année suivante, un de la Cour des comptes, un de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le même sujet. Et les deux concluent en disant l'évaluation de la fraude aujourd'hui, elle est insuffisamment documentée. On ne sait pas l'évaluer. En gros, on navigue à vue. On a des évaluations qui partent dans tous les sens avec des écarts quantitatifs considérables. Et donc, c'est suite à cette série de rapports incertains que le gouvernement, en octobre 2022, confie donc à l'IGAS et à l'IGF cette lettre de mission que j'évoquais tout à l'heure sur la mise en place d'une carte vitale biométrique. Alors, en quoi consiste cette mission ? Cette mission, au départ, là, je ne vous parle pas du rapport, on en parlera après, mais la mission qui était confiée à l'IGAS-IGF, c'était, alors peut-être je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais c'était d'abord de travailler sur cette question de l'évaluation du problème, de faire le point sur où en est-on de l'évaluation du problème de la fraude. Et l'IGAS et l'IGF, en fait, dans leur scénario de départ, ils ont auditionné un très large nombre d'acteurs, dont la CNIL. Ils ont demandé officiellement un avis de la CNIL, mais pas que. Si vous voyez leur rapport, ils ont vraiment fait la CNAM, bien sûr, mais toute une série d'autres acteurs. L'IGAS a un peu élargi la mission par rapport à la stricte lettre carte vitale biométrique. Ils l'ont élargi dans 2 sens. D'abord, dans les finalités poursuivies, à côté de la lutte contre la fraude, ils se sont dit qu'il fallait réfléchir en même temps aux questions d'identito-vigilance. Tout le monde est familier de l'identito-vigilance?
Vous voyez ce que c'est ou pas? Non. Alors, l'identito-vigilance, c'est en fait, on a une problématique quand effectivement quelqu'un utilise la carte vitale de quelqu'un d'autre. C'est qu'il va aller en hôpital, par exemple, pour faire soigner un cancer. Et donc, on va mettre dans son dossier patient, qui ensuite vont remonter dans le système national de données de santé, on va mettre des données associées. Alors, si j'ai prêté ma carte vitale, on va m'associer les données de ce patient à qui j'ai prêté ma carte à mon profil de patient. Et donc, évidemment, ça peut avoir des conséquences très, très graves, à la fois pour moi, parce que ensuite, je peux consulter, on va me dire, ah, vous avez eu un cancer, etc. Enfin bon, et me donner des traitements qu'il y a. Ou à l'inverse, ne pas détecter un cancer que j'aurais, parce que là. Et à l'inverse, pour la personne qui a utilisé ma carte vitale, on va lui associer, on ne va pas associer à son profil les bonnes données de santé. Donc, ça a des conséquences très graves. Et d'où le souci aujourd'hui d'améliorer cette identito-vigilance pour s'assurer que identité et données de santé vont bien à la bonne personne. Deuxièmement, l'IGAS et l'IGF ont élargi les scénarios possibles envisagés dans leur réflexion. D'abord, ils ont envisagé 2 scénarios avec biométrie, ce qui était la commande initiale. Le premier scénario consiste à créer un fichier centralisé spécifique pour la carte vitale. C'est un fichier où on aurait voilà, toutes les données des détenteurs de carte vitale. Aujourd'hui, on a plus de 50 millions de détenteurs de carte vitale qui ne sont pas que des citoyens français, hein, parce que vous pouvez être d'une autre nationalité, résident et avoir une carte vitale. Et donc, un fichier centralisé intégrant des données biométriques et qui donc permettrait une vérification d'identité à l'usage. Alors, à l'usage, ça veut dire quoi? Soit la première fois que je vais chez mon médecin, je prouve mon identité, puis après, il me connaît, il n'y en a plus besoin, soit à chaque usage. On peut imaginer plusieurs sous-scénarios dans ce scénario-là. Deuxième scénario, on intègre les données biométriques sur la puce de la carte vitale. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire un fichier centralisé, on les garde à la main. C'est ce que vous avez aujourd'hui avec votre passeport ou votre carte d'identité. Si vous prenez l'avion, par exemple, vous savez, vous passez à un guichet, vous mettez votre passeport et soit vous mettez votre doigt, soit c'est votre visage qui va être filmé. Mais rien ne transite par Internet et par un fichier central. En fait, le rapprochement, il est fait localement entre votre passeport et l'image ou l'empreinte du doigt en local. Donc ça, c'est le deuxième scénario envisagé, toujours avec la biométrie et avec toujours cette logique de vérification d'identité à l'usage. Ensuite, l'IGAS s'est penché sur l'IGAS IGF, pardon, je raccourcis les pauvres. La mission, on va dire, s'est penchée sur 2 autres scénarios. Un premier qui consiste à intégrer sur la puce de la carte nationale d'identité numérique, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, ou sur un titre de séjour, intégrer un container, c'est-à-dire un espace isolé dédié à assurance maladie dans lequel on mettrait le NIR. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le NIR ici, hein, j'imagine. Le numéro de sécurité sociale. Oui, le nom courant, c'est Sécu, mais c'est voilà, le numéro. Et donc là, on aurait un support unique qui serait la carte d'identité ou le titre de séjour intégrant la carte vitale, ce qui veut dire disparition de la carte vitale, en fait, qui à terme n'a plus d'usage puisque tout serait dans la carte d'identité. Et le 4e scénario sur lequel je ne m'appesantis pas, en fait, c'est une déclinaison du 3, mais avec une autre technologie. Et la grande différence, c'est que le NIR serait affiché sur la carte d'identité, il serait visible, lisible. Voilà. Donc, les 2 derniers scénarios, on n'a plus de biométrie, on est dans une approche différente. Alors, quel a été l'avis de la CNIL en réponse à la mission qui nous a sollicité? D'abord, toute une série de remarques générales sur l'ensemble des scénarios. On a considéré que les 4 scénarios posaient vraiment des problématiques de protection de la vie privée très élevées, des risques très nombreux. Et donc, envisager une telle solution nécessitait bien sûr d'avoir un motif d'intérêt public. Alors j'ai mis important, mais on pourrait dire super, super important, voilà, dans la balance. On a insisté aussi sur la nécessité de procéder par expérimentation, le fait que le Parlement devait se prononcer sur ce genre d'initiative, ça ne devait pas être décidé par décret, hein, il fallait que ça passe par le vecteur de la loi.
On a été un peu étonné par la finalité identito-vigilance parce qu'en ce moment même se développe l'INS, l'identifiant national de santé, qui est une dérivée du NIR, hein, et son téléservice qui justement poursuivent cette finalité de répondre à la problématique d'identito-vigilance dans les établissements de santé. Donc, il y a déjà une grosse initiative lancée qui n'est pas achevée, mais qui est en plein déploiement. Donc, on se dit pourquoi aller rechercher autre chose. Voilà. Mais bon, ça, c'est plus un point d'étonnement. Et puis, toute une série de points d'alerte en liaison avec la question de la lutte contre la fraude. D'abord, on a insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une évaluation préalable indispensable pour mesurer la proportionnalité. Hein. On retrouve cette question de la proportionnalité entre le problème auquel on veut trouver une solution et la solution, à la fois en termes de vie privée et aussi en termes de coûts financiers. Parce que si le déploiement d'une de ces solutions coûte plus cher que l'argent que la sécurité sociale, que la CNAM perd chaque année avec de la fraude, ça n'a pas forcément d'intérêt. On a insisté sur le risque de stigmatisation, de discrimination, j'en ai dit un mot tout à l'heure, sur le risque de complexification du parcours de soins, voire de renoncement aux soins, parce que voilà, vous avez un lecteur de carte vitale biométrique qui ne marche pas, et ben, la personne est privée de ses droits, elle va renoncer à être soignée parce qu'elle n'aura plus elle n'aura pas de possibilité de se faire soigner, enfin, elle risque de renoncer. Des gros points d'alerte aussi pour les conséquences pour les professionnels de santé. Parce que tout à coup, on met le professionnel de santé dans une situation d'effectuer une tâche de police administrative. On lui demande de vérifier l'identité d'une personne. C'est pas vraiment son rôle. Et donc, on peut avoir deux types de réactions de la part des professionnels. Je dis au passage que les professionnels se sont prononcés très fortement, majoritairement, contre la carte vitale biométrique, hein, par différents communiqués et voix de presse. Mais bon, on peut avoir deux scénarios. Soit le médecin qui dit, mais c'est pas mon rôle, je veux pas le faire, je ne vérifierai pas. Et à ce moment-là, à quoi ça sert de développer cette carte vitale biométrique qui fait courir des risques à nos concitoyens si de toute façon la lutte contre la fraude va être en partie ineffective s'il n'y a pas de vérification, soit au contraire, vous avez un médecin qui est très à cheval sur cette question-là, et la personne arrive avec une carte vitale classique et il dit vous voulez frauder, enfin voilà, suspicion fraude ou refus de soins, tout simplement. Moi, je ne soigne que les personnes qui ont la carte vitale biométrique. Enfin, voilà, on peut imaginer tous les scénarios. Le premier étant le plus probable, c'est-à-dire un refus de jouer ce rôle de gendarme. Voilà, et donc on a insisté aussi dans notre avis sur le fait qu'il fallait vraiment différencier la fraude à la délivrance de la carte, sur laquelle effectivement il y a d'autres dispositifs possibles, on les a vus avec la e-carte vitale, et la fraude à l'usage de manière à ce qui est vraiment, parce qu'on a vu dans les débats parlementaires, il y avait souvent une confusion. Hein. Par exemple, au moment du vote des fameux 20 millions pour l'expérimentation, quand on lit les débats parlementaires, on voit qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui pensaient que les 20 millions étaient affectés à la e-carte vitale et non pas à la carte vitale biométrique. Donc, vous voyez, tout ça demande il y a une certaine technicité qui a besoin d'être clarifiée. Et donc, dans notre avis, on a recommandé que de garder le caractère facultatif, de maintenir des alternatives, ce qui, ceci dit au passage, si on garde des alternatives, la lutte contre la fraude, elle devient... Il y a des trous dans la raquette, si vous me passez l'expression. Évidemment, la personne qui veut frauder, elle ne va pas utiliser celle-là, elle va utiliser l'alternative. Donc, vous voyez la problématique, dans la tension dans laquelle on se trouve. On a demandé à ce que les personnes soient bien informées sur leurs droits, sur leurs risques. On a demandé à ce qu'il y ait des mesures de sécurité de haut niveau. Alors, ce qu'on appelle les mesures de sécurité de haut niveau, je ne vais pas vous faire de la technique, mais c'est ce qu'on appelle une politique de gestion des habilitations, un cloisonnement des données, une durée de conservation limitée. Enfin bon, voilà. Si ça vous intéresse, il y a toute une doctrine de la CNIL en matière de sécurité pour des données sensibles. Et puis, évidemment, on a appelé à ce que les professionnels de santé soient bien formés à ces questions-là. Alors, j'en viens à la position de la CNIL plus spécifiquement sur la biométrie, puisque les remarques que je viens de vous partager à la diapositive précédente, elles étaient génériques. On a rappelé dans notre réponse à la mission, on a rappelé un peu quelle était notre politique sur la biométrie en général.
Donc, notre politique, elle dit la biométrie peut être admissible, mais sous plein de conditions. Donc, je ne sais pas, il est déjà 46, donc je ne vais peut-être pas vous lire toutes les conditions, vous les retrouvez dans les slides, mais voilà. Une base juridique et le motif d'intérêt public au consentement, la conservation des données biométriques sur un support individuel, donc pas de base centralisée, la base centralisée étant le pire du pire, parce qu'en fait, qui dit base centralisée dit risque d'attaque par des cybercriminels. Donc ça veut dire que nos données les plus sensibles, nos données de santé et notre NIR seraient potentiellement attaquables par des cybercriminels. Voilà, donc toute une série on a rappelé notre position sur la biométrie en considérant que tout ce qu'on avait dit sur la biométrie en général s'applique à la carte vitale biométrique. Et on a notamment, je vais très vite puisque je vois que je déborde de mon temps, on a pris une position très ferme contre les deux premiers scénarios, sur les scénarios 1 et 2, c'est-à-dire les scénarios avec biométrie, plus particulièrement sur le premier, celui avec le fichier centralisé, parce que les risques de détournement de finalité et d'attaque sont très forts. Voilà, je ne m'étends pas plus. Vous le voyez affiché à l'écran sur le résumé de notre prise de position de la CNIL. Alors, on a également pris position sur la carte vitale dans la carte nationale d'identité nouvelle version, j'aurais dû le préciser, la ICNI, avec utilisation du NIR. Donc, nous, on a rappelé notre doctrine en matière de cantonnement du NIR. Est-ce que tout le monde est familier de ça? Non, ça vous dit quelque chose, le cantonnement du NIR? Bon, je fais très vite parce que c'est une très vieille histoire. Ça date du début de l'histoire de la CNIL, de 1978, et du fichier Safari, du projet de fichier Safari. Est-ce que tout le monde a entendu parler des débuts de la protection des données à caractère personnel? Non. Bon, mais je vais aller très très vite. En fait, en 78, il y avait un projet de l'État qui était d'utiliser notre numéro de sécu, le NIR, enfin un identifiant unique, pour relier toutes les bases de données de l'État. Et donc, voilà, interconnecter autour de cet identifiant unique. Donc, ça a fait un scandale. C'était le projet de fichier Safari. Ça a fait un scandale. Il y a une levée de boucliers dans la presse, etc., etc. Et finalement, c'est comme ça qu'est née la loi informatique et liberté, la loi de 78, et qu'a été créée la CNIL contre ce fichier centralisé. Donc, voilà. Donc, depuis, nous, la CNIL veille jalousement sur le fait qu'il n'y ait pas d'interconnexion autour du NIR, que, en fait, dans chaque secteur d'activité, le monde du travail, le monde de la finance, etc., sectoriellement, on crée un identifiant spécifique à chaque univers, mais que ce ne soit pas le NIR qui serve Orbi et Orbi pour les impôts, pour etc., etc. Et donc, on a rappelé cette doctrine, ce qu'on appelle le cantonnement du NIR. Et puis, on a considéré que le scénario 4 était vraiment la plus mauvaise idée parce que le NIR étant lisible sur la carte d'identité, ça veut dire que n'importe qui peut connaître votre NIR et le récupérer. Voilà. Donc, on a considéré que le scénario 3 était le moins mauvais, si je puis dire, des 4 scénarios proposés, soumis à notre sagacité par la mission. Et il y a un décalage temporel, c'est bon. Voilà, et donc on a quand même aussi évoqué un certain nombre de points d'attention. On a insisté sur la nécessité du cloisonnement dans le scénario 3, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment séparation entre le NIR d'un côté et les autres informations qui sont sur la puce de la carte nationale d'identité numérique. On a rappelé que la problématique pour les professionnels de santé serait les mêmes, celle que j'évoquais de façon générale. On a rappelé aussi qu'il fallait maintenir des alternatives, qu'il fallait qu'il y ait un droit d'opposition au traitement du NIR sur le titre d'identité, etc., etc. Alors, et ça sera la fin de ma présentation, quelles ont été les conclusions de la mission IGAS-IGF? On voit le suspense après leurs auditions, dont la CNIL, mais pas que. D'abord, dans leur travail d'estimation de la fraude, ils sont partis du chiffre officiel de la CNAM qui disait qu'il y a 0,1% des dépenses, mais en réalité, ce que dit la mission, c'est que c'est 2, avec l'accord de la CNAM, enfin, la CNAM étant d'accord là-dessus, parce qu'ils ont fait des comparaisons, des simulations, enfin, je vous renvoie au rapport si vous voulez comprendre comment ils ont procédé, et en fait, ils pensent, on reste dans une fourchette assez large, mais ils pensent que possiblement, on est entre 3 et 5% des dépenses de santé qui font l'objet d'une fraude.
plus important, enfin pas plus important, plus intéressant par rapport à notre problématique. Ça ne veut pas dire que le premier point n'est pas intéressant, parce que la mission dit bien qu'il faut intensifier la lutte contre la fraude. Hein, et leur propos n'est pas de dire que la fraude est un faux problème ou que la fraude, qu'on pourrait s'abstenir de lutter contre la fraude, mais plus intéressant pour notre problématique. Et constate que seul un quart de la fraude est lié aux assurés et trois quarts aux professionnels de santé. Donc, côté, vous voyez, de l'autre côté du miroir. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que c'est que la fraude des professionnels de santé? Ben, ça va être, par exemple, surfacturation, ça peut être des visites à domicile chez des personnes âgées qui en réalité durent 2 secondes, et puis voilà, on prend la carte ou on utilise une vieille empreinte et on s'en va. Voilà, typiquement, et un quart du côté des assurés. Mais ils détaillent dans leur rapport le type de fraude par les assurés. Hein. Il y a, par exemple, des fausses ordonnances, il y a des fausses domiciliations, il y a, enfin, bon, il y a plein de types de fraudes. Mais en fait, après avoir analysé tous les types de fraude du côté des assurés, ils disent que la fraude à l'identité, en fait, est un problème vraiment résiduel. Voilà. Donc, du coup, et notamment par rapport au point qui était soulevé dans le verbatim du sénateur que je citais, que j'affichais à l'écran tout à l'heure, ils disent que la problématique des cartes vitales surnuméraires, qui était une problématique réelle, entre-temps, elle a été complètement apurée. Ils expliquent comment, mais aujourd'hui, je crois qu'il reste 900 cartes vitales surnuméraires, autant vous dire rien, quoi. Voilà. Donc voilà, donc le ballon se dégonfle un peu. Enfin, en tout cas, il se gonfle en termes de masse de fraude, mais il se dégonfle en termes de responsabilité de l'assuré et de part à la fraude à l'identité. Ce qui amène l'IGAS à prendre différentes positions. Alors d'abord sur l'e-carte vitale. La carte vitale électronique, ils ont une approche très positive, ils la prônent. Ils constatent quand même qu'il y a des difficultés opérationnelles dans l'enrôlement biométrique. Et donc, eux préconisent de ralentir la généralisation pour ce qui va un peu dans le sens de ce que la CNIL avait dit, de manière à résoudre ces problématiques opérationnelles. Ensuite, sur la biométrie, clairement, ils prennent une position qui, évidemment, nous a fait plaisir à la CNIL, puisqu'ils nous suivent, enfin ils nous suivent, je ne sais pas s'ils nous suivent, mais en tout cas ils sont en accord avec notre position et ils sont défavorables aux deux scénarios de biométrie, plus particulièrement celui avec la base centralisée. Hein, ils nous rejoignent sur l'analyse que c'est le pire des scénarios. Mais globalement, les deux scénarios sont écartés en disant que d'une part, l'efficacité est vraiment limitée contre la fraude pour les raisons de la colonne de gauche de votre écran, qui a un caractère totalement disproportionné au regard à la fois de la balance coût-gain, pour les risques que ça fait courir à la population, les risques d'exclusion, de compromission que j'ai déjà évoqué, hein, je ne reviens pas, sur la complexité. Ça complexifie aussi le parcours patient, ça complexifie aussi pour les professionnels de santé, les réticences du côté des professionnels. Bon, ils nous rejoignent sur pas mal de points que j'ai pu évoquer. Et quant à la carte vitale sur la carte nationale d'identité électronique, il se déclare favorable au scénario 3, celui qui avait aussi eu, peut-être pas les faveurs de la CNIL, mais en tout cas celui qui avait été considéré comme le moins préjudiciable à nos libertés publiques. Eux, ils considèrent que ce scénario répond aux deux objectifs de lutte contre la fraude et d'identité-vigilance. Et il reprend dans leur rapport un certain nombre des prérequis que nous avions évoqués, et il considère que ça doit être sur une base volontaire, donc encore une fois facultatif. Et puis dans leur rapport, je ne m'étends pas, ils ouvrent aussi un certain nombre d'autres pistes pour lutter contre la fraude, mais qui ne passent pas par la carte vitale. Voilà, dernier slide qui sera dernière diapo qui sera ma diapo de conclusion. Donc, vous l'aurez compris, ce projet de carte vitale biométrique, pour l'heure, il est écarté. Mais n'oublions pas que c'est un sujet hautement inflammable politiquement et qu'en cas de changement de majorité politique à de prochaines élections, il pourrait revenir sur le devant de la scène pour des raisons que moi je qualifierais d'idéologiques et non pas politiciennes et non pas des raisons correspondant à la réalité des besoins en matière d'identité, de sécurité de l'identité. Il y a pas mal de questionnements qui perdurent autour de l'articulation entre le règlement européen que je vous ai évoqué, EIDAS,
et les identités régaliennes générales, les identités régaliennes sectorielles, comment tout ça va s'articuler, est-ce qu'elles elles se complètent, est-ce que l'enrôlement se fait en même temps ou pas, enfin voilà, il y a encore de la mise en cohérence de tous ces projets qui doivent être effectués. Et puis pour finir, je dirais, et là à la fois en mon nom propre, mais aussi au nom de la CNIL, c'est que vraiment pour nous, si on avance sur le chemin évoqué par la mission d'une carte vitale embarquée sur la carte nationale d'identité numérique, il y a trois conditions vraiment indispensables à nos yeux, qui sont d'abord de prendre le temps de tirer les leçons de la e-carte vitale, la digérer, voir ce qui marche pas, comment les gens s'en servent pas, les sources d'exclusion ou pas, etc. Voilà, faire un vrai bilan de la e-carte vitale avant d'aller à l'étape suivante, passer par des expérimentations évidemment et passer devant le Parlement. On a besoin que ce soit un choix démocratiquement débattu et non pas décidé à la va-vite sans qu'il y ait un vrai débat démocratique autour de cette transformation de la carte vitale potentielle. Et je m'arrête là. Et j'ai exposé mon temps. Désolée, j'ai vraiment été trop longue. Non, non, il n'y a pas de souci. C'était très riche et très pédagogique sur des notions qui ne sont pas simples parce que là, les étudiants en présentiel n'ont pas encore complètement abordé ces problématiques en lien avec la protection des données. Donc, forcément, il y a beaucoup de sujets que vous ne maîtrisez pas encore et pour autant, je crois qu'on vous a complètement suivi du début à la fin. Donc, un grand merci pour cela. Y a-t-il des questions? Il peut y en avoir aussi dans le chat en ligne si vous souhaitez. Je relayerai les questions. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. N'hésitez pas. Parce que... Bon, je vais lancer la première en fait. J'imagine qu'en fait, dans le cadre des rapports de l'IGAS, dans le cadre des expertises que vous avez menées au sein de la CACIL, vous avez... Ouais. Je vais peut-être sortir tout simplement de... Ah ben non, parce que je perds le Zoom. Bon. Je voudrais sortir de la présentation. Vous arrêtez le partage d'écran? Oui, mais je n'arrive pas à en sortir. Ah oui, arrêter le partage, voilà. Voilà, super, on se retrouve. Pardon, excusez-moi. Je vous disais en fait dans le cadre du rapport de l'IGAS, dans le cadre des expertises que vous avez menées au sein de la CNIL, j'imagine que vous êtes allé regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Est-ce qu'on a des enseignements à tirer d'autres pays sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, de mémoire, je crois que le Portugal et peut-être le Danemark déploient je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que je n'ai pas revu ce point-là, déploient une e-carte vitale. Et sur la carte vitale biométrique, je ne sais plus. Vous me collez. Il faudrait que je retrouve. Mais j'ai plus ça en tête, mais je pourrais le vérifier. On a vu l'exemple de l'Estonie. Ben voilà, je pensais à globalement, on est plutôt sur des France aujourd'hui, majoritairement. Hein. D'accord, parce que sur d'autres aspects comme mon espace santé, on est très en retard en fait par rapport à l'Espagne par exemple. Et donc je me disais que peut-être en Zoom. Peut-être que choisir un de nos deux. Attendez. Je vais parler près du vôtre. Est-ce que vous m'entendez quand même si je garde bien oui. Si j'utilise celui de Madame Peugeot, est-ce que vous nous entendez en ligne? Oui, parfaitement. Est-ce que ça passe? Oui. Ok, alors j'ai perdu. Mais... C'est là. Oui. Ok, très bien. Donc on va faire comme ça. Donc oui, c'est vrai que sur d'autres aspects du numérique en santé, la France est très en retard en fait. Et donc là, j'avais l'impression que c'était peut-être aussi pour se rattraper sur d'autres aspects. Mais... En fait, tout ça va un peu ensemble, vous savez. Hein, on a tendance à saucissonner, si vous me passez l'expression, mais je pense que dans la feuille de route numérique en santé qui a été déployée par la DNS, alors vous en parlerez mieux que moi, je ne veux pas me substituer à eux, mais du numérique en santé. Au sein du ministère de la Santé, il y a vraiment une cohérence entre ces briques de sécurisation, d'identification, de déploiement des services. Voilà. On ne peut pas avancer, par exemple, sur l'ENS, sur l'espace numérique en santé, si on n'a pas effectivement une identification forte.
Donc, alors aujourd'hui, on est sur une identification à ce qu'on appelle à double facteur, c'est-à-dire qu'on vous renvoie un code qu'il va falloir saisir, voilà. Mais l'idée aussi, c'est que si on veut que les gens se servent plus de leur espace numérique en santé, il faut encore plus leur simplifier l'accès. Et donc, l'idée qu'ils puissent juste scanner un QR code ou avoir à l'intérieur, regarder leur espace numérique en santé sur leur téléphone avec en allant piocher dans le carte vitale l'identifiant, bah voilà, je vais prendre tout ce qui peut aller vers qui peut encourager, j'ai envie de dire, une reprise en main par les patients de leurs données de santé. C'est un des objectifs. Ah, on a perdu, vous avez perdu? Non, c'est bon. On reste là, c'est l'essentiel. Oui, mais ça doit être moi, ça. Oui, mais on vous entend. On vous Oui, entend par bon, votre ok. biais, donc Je vais le mettre en grand, du coup. Oui, tout ce qui facilite. En fait, dans l'espace numérique en santé, il y a, si vous vous souvenez, il y a un peu deux. Vous avez déjà abordé ça ou pas encore? Et on est en début d'année, là, donc. Désolée, alors je vais un peu trop vite. Donc, l'espace numérique en santé, qui d'entre vous a a été regarder son espace numérique en santé? 2 personnes? 3? 4? D'accord. Alors qu'on en a tous un, en fait. Alors oui, c'est ouvert par défaut. Ouais, c'est le grand changement par rapport à l'ancien espace numérique, enfin le DMP, le dossier médical partagé, qu'il fallait activer soi-même. Et donc, il y a eu une rupture de philosophie, un vrai changement de paradigme, puisqu'aujourd'hui, il est ouvert par défaut. Et si vous n'en voulez pas, il faut exercer votre droit d'opposition. Donc, si vous allez dans cet espace numérique en santé, qu'est-ce que vous allez y trouver? Pour l'instant, vous y trouverez toutes les données qu'on appelle médico-administratives, hein, c'est-à-dire vos remboursements sécu pour le dire en mode courant. Vous y trouverez aussi des contacts de votre médecin soignant. Vous pourrez vous y rajouter des documents. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des comptes rendus médicaux qui peuvent être inscrits dans votre espace numérique et santé. Tous les établissements ne le font pas, mais ça se met en place progressivement. La PHP le fait. Donc, voilà, si vous avez, je ne vous le souhaite pas, mais si vous êtes amené à faire une opération dans un des établissements de la PHP, eh bien, les comptes rendus seront mis dans votre espace numérique en santé, etc., etc. Et donc, quel est l'objectif de l'espace numérique en santé? Il a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de faciliter la médecine en réseau, c'est-à-dire le partage d'informations entre les médecins à la main du patient. C'est-à-dire que votre généraliste, votre médecin traitant peut par défaut voir tout ce qu'il y a dans votre ONS, mais les autres professionnels ne pourront y avoir accès que si vous les y autorisez ou en cas d'extrême urgence, si vous êtes subclaquant et qu'évidemment vous ne pouvez pas donner votre consentement, ils pourront aller chercher des informations. Donc ça permet d'éviter de refaire des analyses, de refaire des radios, etc., alors que les résultats sont dans l'espace numérique en santé. Donc ça, c'est voilà, faciliter le dialogue entre les professionnels autour de vos données. Et de l'autre côté, c'est faciliter ce qu'on appelle l'encapacitation, l'empowerment en anglais du patient, de manière à ce qu'il ait à sa propre main toute une série d'informations sur sa santé. C'est-à-dire que ça ne soit pas stocké chez le médecin ou perdu, ou etc., mais que lui-même puisse faire, ah, au fait, depuis combien de temps je n'ai pas fait mon contrôle de mammo, pour prendre un exemple féminin devant cette audience. Et donc, voilà, je vais retrouver dans mon dossier médical, dans mon espace numérique en santé, la date de mon dernier contrôle et me dire, ah oui, mince, il serait peut-être temps que j'aille revoir mon gynéco. Vous voyez, ce genre de choses, il faut que le patient, voilà, c'est un des objectifs de l'espace numérique en santé. J'ai dévié de notre sujet principal, mais voilà, tout ça pour dire que, en fait, dans l'esprit de la feuille de route numérique en santé, tout ça, en fait, s'articule en réalité, quoi. Tout ça participe de la même philosophie qui est cette accélération d'une part de la médecine en réseau, d'autre part de l'encapacitation du patient, et enfin, c'est un autre sujet, mais de la recherche médicale aussi, parce que tout ça tourne autour des données de santé. D'accord. Est-ce que ça a suscité des interrogations? Oui. Pour revenir sur ce que vous disiez sur l'UNS, la semaine dernière, on a eu un colloque avec un dont une patiente qui nous avait expliqué qu'elle se baladait toujours avec un dossier avec plein de papiers à l'intérieur et qu'elle devait le prendre à chaque fois parce qu'elle
à chaque fois quand elle allait dans un hôpital, à maladie, elle devait redonner les mêmes informations tout le temps au médecin. Est-ce que justement est-ce que justement le l'ENS est généralisé au point que les médecins et les professionnels de santé s'en servent? Ou est-ce qu'on est toujours dans un régime de transition où on ne s'en sert pas encore et du coup les patients doivent quand même fournir plein d'informations au médecin? Alors, vous Si mettez... vous me permettez, je vais relayer la question pour que Ah les oui. personnes en nous entendent. Une personne dans la salle qui raconte l'histoire d'une personne soignée qui se promène toujours avec tous ses dossiers médicaux parce qu'en fait, sinon, il faut toujours représenter les éléments. Et donc, elle se demande si, en fait, en pratique, c'est quelque chose qui est largement utilisé ou pas. Est-ce que ça reste confidentiel? Est-ce que Est-ce que du coup l'ENS il est déjà effectif et il empêche justement aux patients d'apporter ces dossiers médicaux à chaque fois? Est-ce que l'ENS est déjà effectif? Alors, On pense à la publicité avec la petite dame qui se promène avec sa brouette pleine de dossiers médicaux. Est-ce qu'on a résolu ce problème ou pas? Alors, vous avez mis le doigt sur ce qu'on appelle un point de douleur, c'est-à-dire effectivement une grosse difficulté, c'est qu'il ne suffit pas que les patients s'approprient leur espace numérique en santé, il faut aussi que les médecins se l'approprient. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore de larges réticences de la part des professionnels. Par exemple, vous avez une messagerie sécurisée, un email sécurisé à l'intérieur de l'espace numérique en santé. Donc moi, j'en ai fait l'expérience avec mon médecin généraliste. Alors, on ne peut pas l'activer soi-même, il faut que le médecin vous y autorise. J'en ai fait l'expérience en me disant, est-ce que vous pourriez l'activer? Parce que de temps à autre, j'ai des petites questions à vous poser. Et ça a été un non, quoi, clairement. Bon, ça c'est une fonctionnalité particulière, mais les médecins ont quand même, les professionnels de santé ont quand même du mal aujourd'hui à effectuer les versements. Je ne leur jette pas complètement la pierre, et ça c'est un autre aspect du virage numérique en santé et du Ségur Santé, c'est que les éditeurs de logiciels qui sont dans les cabinets des médecins, qui servent pour les professionnels de santé à leur dossier patient n'était pas jusqu'à récemment forcément compatible avec le versement dans l'espace numérique en santé. Et donc, c'était extrêmement laborieux. C'était presque, il fallait tout doublonner pour le médecin. Donc, dans le finance, alors aujourd'hui, le ministère a mis l'accélérateur, c'est-à-dire que au début, il était plutôt sur la carotte, et maintenant c'est aussi le bâton, c'est-à-dire que les éditeurs sont obligés d'évoluer de manière à être interopérables, interconnectables, et de manière à ce que pour le médecin, ce versement dans l'ENS soit simplifié au maximum. Donc, on espère que voilà, toute la chaîne des acteurs se mettant en route, on arrive à une fluidification de ces usages et une généralisation surtout de ces usages. Mais l'objectif est bien celui que vous soulignez. C'est-à-dire l'objectif, c'est évidemment que la patiente en question arrête de se promener avec son dossier, surtout pour les personnes qui ont des AFD, des maladies de longue durée, des pathologies de longue durée, d'être avec des dossiers longs comme un jour sans pain à trimballer avec elle. Et puis, on traîne aussi l'échec de l'ancien DMP auquel les médecins étaient opposés. Donc, en fait, il va aussi falloir qu'il y ait un changement de mentalité des professionnels de santé face à ce nouvel outil. Ce n'est pas seulement en changeant le nom, en changeant les modalités qu'on arrive à faire évoluer les choses. Donc, effectivement, il faut faire confiance. Voilà, je vous permets de... Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat qui nous dit concernant l'authentification. Alors, je ne sais pas si elle s'affiche. Non, elle ne s'affiche pas. À des services en santé, comment vont s'articuler France Connect et la e-carte vitale? Alors, en fait, France Connect est articulé avec la e-carte vitale, effectivement. Donc, on peut utiliser France Connect pour générer la e-carte vitale. Donc là, il y a aussi une simplification supplémentaire qui a été pensée. Moi, j'avais une inquiétude, en fait, avec ma carte vitale mise dans mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone? Quelle est la procédure de sécurisation, en fait, pour que n'importe qui n'aille pas consulter et utiliser ma carte vitale? Alors, déjà, règle de base, on sécurise son téléphone tout court. Oui. Voilà, c'est quand même... voilà, j'ai des gens autour de moi qui ne l'avaient pas fait, et je peux vous dire que le jour où
votre compte Facebook est hacké, tous vos comptes de réseaux sociaux, etc., parce que vous n'avez pas verrouillé votre téléphone, vous pleurez toutes les larmes de votre corps quand même. C'est Mais d'une est-ce que c'est violence pas extrême. facile à craquer quand même rapidement Non, 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 ça non, reste. non, 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 non. Et alors, entre autres, vous avez des systèmes de biométrie Ouais. sur le téléphone. Alors, c'est de la biométrie locale, encore une Mhm. fois. Hein. Si vous utilisez la biométrie dans votre téléphone, elle n'est pas renvoyée vers un fichier central. Donc, c'est la biométrie qui correspond à la doctrine de la CNIL. Donc, ça peut être une méthode d'authentification sur votre téléphone, particulièrement sécure. Et après, vous avez un deuxième niveau de sécurisation pour la e-carte vitale. Il faudra à nouveau, alors je n'ai pas vu le détail technique, mais soit recomposer un code, soit je ne sais pas exactement comment on se réauthentifie au niveau de la e-carte vitale, mais donc il faut passer les deux étapes d'authentification pour pouvoir l'utiliser. Donc avant qu'une personne vous vole votre e-carte vitale, il faudra vraiment se donner du mal, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc on peut être un peu rassuré là-dessus. Tout à fait. Maintenant, si je perds mon téléphone, je perds en même temps ma carte, faut tout refaire. Est-ce que vous savez comment ils envisageaient des processus facilités pour refaire cette carte vitale Alors là, je dirais que vous allez d'abord passer par toutes les problématiques générales de la perte du téléphone. Ouais. Et donc, il va falloir retélécharger l'application e-carte vitale sur votre nouveau téléphone. Après, le processus exact de réenrôlement, etc. Mais si vous utilisez France Connect, ce sera le même procédé. Logiquement, ça ne sera pas très compliqué. Enfin, honnêtement, je ne l'ai pas fait, et pour cause, puisque je ne suis pas dans un des départements où se déroule l'expérimentation, donc je n'ai pas pu le tester. Donc, je n'ai vu que des maquettes, des choses comme ça. Et donc, je ne peux pas vous dire précisément à quel point le parcours d'usage est fluide, simple pour le patient, mais logiquement, ça devrait être très simple aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Mais ça fait partie des choses aussi auxquelles la CNIL accorde une attention toute particulière. Nous sommes très, très soucieux du design des services, parce que le design est aussi souvent une manière de nuire à notre vie privée, à la protection de nos données à caractère personnel. Alors, je prends un sujet qui n'a rien à voir, mais l'exemple des cookies est assez typique. Hein. Vous savez, quand on vous dit tout autoriser, choisir, et un tout petit à droite en gris, refuser. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un design trompeur. Et donc, la CNIL, par un certain nombre de décisions qui ont été prises à l'encontre de grands acteurs du web, à accorder, c'est pas vraiment le terme, à donner des amendes d'un montant non négligeable pour ce type de design trompeur, de ce qu'on appelle du dark pattern en anglais, quoi. Voilà. Et donc, d'une manière générale, donc je mets l'exemple des cookies de côté, mais d'une manière générale, on fait très, très attention à ce que le parcours d'usage soit bien sûr simple, mais à la limite, ça c'est moins la problématique de la CNIL, mais surtout qu'ils ne nuisent pas à la compréhension de la part du... Parce qu'un des principes absolument essentiels au consentement, c'est au cœur du RGPD, hein, c'est que le consentement soit libre, éclairé, voilà. Et donc un consentement libre et éclairé veut dire que le parcours d'usage permette à la personne d'avoir une conscience aiguë, très claire de ce auquel il consent. Et donc, on y veille aussi sur les applications de ce type-là, quoi. D'accord. Il y avait une question, ça sera peut-être la dernière. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, peut-être qu'on m'avait dit, et du coup, je m'excuse. Est-ce qu'il a été envisagé à un moment, puisque la carte d'identité, la nouvelle carte d'identité a enthousiasmé la CNIL dans son nouvelle fonctionnalité, de simplement fusionner la carte vitale avec cette nouvelle carte d'identité, un peu comme ce qu'ils ont fait en Lettonie, je crois. Je vous laisse relayer Oui, peut-être. alors, oui, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il a été envisagé de fusionner complètement la carte vitale et la carte nationale d'identité numérique? Alors, à ma connaissance, dans la mission, ce n'est même pas un scénario envisagé, et de fait, la CNIL s'y serait fortement opposée, parce qu'en fait, ça, c'est un des points sur lesquels on a insisté, c'est que ce soit le même support en tant que tel, oui,
mais qu'il n'y ait pas de rapprochement de ces informations. Parce que plus vous rapprochez des informations, plus vous avez, des risques de détournement, d'usurpation, de hack, quoi, concrètement. Donc, que le support soit le même, oui, mais avec ce qu'on a appelé le cantonnement, enfin le fait qu'il y ait vraiment un container différent dans la puce électronique pour le NIR. Encore une fois, on revient à l'exégèse de la politique, de la doctrine de la CNIL qui date de sa naissance, c'est-à-dire le NIR doit vraiment être sanctuarisé. On a élargi son usage au domaine médical et de la santé en général, ce qui a été un grand tournant dans la doctrine de la CNIL. Mais encore faut-il que cet usage du NIR soit vraiment réservé à des acteurs du social et du médico-social, habilités, traçables. Ça, c'est un point très, très important. Donc, ça voudrait dire que ce pas les mêmes acteurs qui pourraient lire, en gros, la carte à puce qui concerne la pièce d'identité et la Voilà. carte à puce. D'accord. Parce qu'en fait, nous, pour les Et juristes, surtout, ils ne peuvent pas les croiser. Ils ne peuvent pas les croiser. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, nous, juristes, on a toujours des problèmes techniques de compréhension. Non, mais En fait, il faudrait être accompagné par un informaticien. Et donc, là, ça serait des lectures différenciées, en fait. Tout à fait. Mais je vois qu'en ligne, il y a quelqu'un qui a des compétences très techniques à la CNIL. Et donc, si jamais je dis des bêtises ou si mon propos est incomplet, Eric, n'hésite pas à prendre la parole pour préciser. Peut-être d'ailleurs, as-tu la réponse sur la première question liée aux initiatives européennes. Si tu as plus d'infos que je n'en ai en mémoire, n'hésite pas à prendre la parole pour compléter mon propos. Si vous nous entendez, je pense. Bon. Voilà. Bon. Peut-être. Ah, ça y est. Non, désolé, pas en tête non plus les Nous vous différentes écoutons. initiatives Éric Boucher de européennes. Crèvecoeur, donc qui travaille dans les services de la CNIL du côté de l'expertise technologique et qui est plus particulièrement spécialiste de l'expertise technologique en matière de santé. Enfin, c'est une de ses nombreuses cordes à son arc. Donc, Éric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point? Pour la partie européenne, désolé, j'ai pas en tête Je non ne plus les t'entends différentes. pas. Alors, je ne sais pas si. Ça marche pas? Je ne sais pas pourquoi on ne t'entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ton micro a l'air actif, mais. Ah, on m'entend en ligne. Ah, c'est peut-être ici. Attends. Non. 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est, voilà. Bonsoir à tout le monde. Désolé sur les initiatives européennes, j'ai pas non plus en tête les différents Joker. Ouais, Joker aussi. Mais je sais que c'était dans un des rapports de notre séance plénière, donc on pourra vous les retrouver après. Ok. Et sur l'aspect technique, sur la dernière question, les raisons pour lesquelles on ne fusionne pas en quelque sorte dans la puce carte d'identité et NIR. Bon, je l'ai déjà pas mal dit, mais peut-être tu veux ajouter peut-être un complément. C'est aussi de mémoire, c'est aussi parce que il n'y a pas que la carte d'identité comme support d'identité, il y a aussi les titres de séjour. Enfin, voilà, il y a aussi d'autres variantes pour l'identité régalienne. Et puis les procédures d'enrôlement sont différentes. Également, la carte vitale n'est pas attribuée au même âge. Enfin, c'est pas tout à fait en phase et facile à accorder non plus. Et puis, je crois qu'il y avait aussi la question du libre choix aussi de ne pas tout passer en électronique, qui pourrait amener à garder une carte vitale qui ne serait pas matérialisée dans la CNI. D'ailleurs, ça me fait réagir. Merci Eric de ton ajout. Ça me fait réagir sur votre propos liminaire. Vous avez parlé de normalité par rapport à la carte vitale qui avait fait bondir au début de sa création. Et puis finalement, aujourd'hui, ça nous paraissait tout à fait normal. Alors ça, c'est un point d'attention très fort à la CNIL, mais qui est très complexe en même temps. On craint toujours comment dire, le phénomène de la grenouille qu'on fait bouillir à petit feu, si vous voyez ma métaphore, vous connaissez cette parabole où voilà, on met la grenouille, puis on monte le gaz progressivement, et donc au début elle dit rien, puis au moment où elle devrait sauter, elle ne peut plus sauter parce qu'il fait trop chaud dans l'eau. Voilà. Bon, je ne sais plus de quelle fable c'est tiré, mais en fait, on a tendance à nous habituer progressivement, et notamment tous ces services privés qui utilisent de la biométrie avec reconnaissance faciale,
on nous habitue à ces méthodes technologiques dont on sait qu'elles sont risquées. Et donc, nous, on se méfie toujours, d'une part, de ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est l'expression d'un chercheur états-unien, ukraino-états-unien qui s'appelle Morozov, qui dit, voilà, le technosolutionnisme, c'est on a un problème, on trouve une solution technique, au lieu de se demander si on ne peut pas faire autrement que par la technologie. Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui, hein, c'est cette tendance au technosolutionnisme, donc on s'en méfie. Et deuxièmement, on se méfie de tout ce qui peut effectivement habituer nos concitoyens à des technologies un peu liberticides, mais qui fait qu'à un moment, il sera trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment, on aura le méga fichier permettant une surveillance globale de la population parce qu'on aura grignoté par petits bouts nos libertés publiques, à chaque fois au nom de la simplicité, de l'efficacité, au nom de raisons qui sont souvent très légitimes. Je veux dire, la lutte contre la fraude, c'est évidemment légitime. Ce sont nos deniers publics qui sont spoliés. Donc, la question n'est pas là, hein, évidemment. Mais c'est toujours cette balance que l'on doit faire entre différents objectifs et garder sur le haut du panier nos libertés publiques et les soigner, les veiller, les caresser jalousement pour éviter qu'elles ne soient détricotées petit à petit par les technologies numériques. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleure conclusion. Avec ce rappel sur les libertés fondamentales et presque d'ordre philosophique. En tout cas, merci beaucoup pour Je vous en prie, c'est un grand plaisir. ces informations.